Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de génétique. Vous savez que la médecine a fait énormément de progrès et qu'aujourd'hui, on peut comprendre que tout le monde ne fait pas les mêmes maladies et tout le monde ne peut pas manger la même chose. C'est ça qui est incroyable. Mais comment le savoir? Il y a les intolérances alimentaires, il y a des tests où on peut savoir si on a de l'inflammation, etc. Mais ça nous fait de belles jambes. Parce que si on ne sait pas si c'est dû à l'environnement ou si c'est dû à nos gènes qui fabriquent des éléments qui vont finalement nous amener vers la maladie ou au contraire nous protéger de la maladie, j'ai invité Marie aujourd'hui qui va nous parler de épigénétique car des laboratoires finlandais ont mis au point un test que j'ai fait et c'est pour ça que je vais vous le partager avec vous. Et c'est juste incroyable parce que à plus de 65 ans maintenant, je m'aperçois que j'ai adopté plutôt mon mode de vie à mes gènes parce que, on va le voir après, mes gènes, il y a des choses qu'ils ne supportent pas et des choses sur lesquelles je suis protégée. Alors Marie, d'abord présentez-vous succinctement. Oui. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis finlandaise, je suis nutrithérapeute spécialisée dans la médecine fonctionnelle ou médecine intégrative et je suis spécialisée surtout dans génétique, épigénétique dont on m'a parlé aujourd'hui et je travaille avec ce labo finlandais qui s'appelle Nordic Genex qui est vraiment un point des tests génétiques dont on va parler aujourd'hui. Donc, quelle est la différence entre génétique, épigénétique, nutrigénomique? Tout ça, c'est des mots en hic, mais est-ce que vous pouvez nous dire? C'est compliqué. Ouais. Génétique, en fait, ça explique, c'est notre génome. Donc là, génétique, c'est une science qui étudie vraiment l'action des gènes. Donc là, on est vraiment dans le gène. Il y a les gènes, par exemple, quand on parle de maladies rares, ça c'est génétique. Donc ça, c'est vraiment, on est dans le génétique pur. Épigénétique, c'est une science qui est assez nouvelle. Ça date depuis 10 ans. Et en fait, comme en latin, épi, c'est quelque chose qui est sur les gènes. Donc, en épigénétique, on étudie tout ce qui est l'expression de gènes. En fait, toutes les choses qui peuvent avoir un impact dans la fonction des gènes. Donc là, et c'est là où c'est très intéressant parce qu'avant, même il y a 20 ans, on pensait que les gènes ne changent pas. On sait que les gènes ne changent pas. Donc, on pensait qu'on est les victimes de nos gènes. Mais maintenant, grâce à l'épigénétique, on sait qu'on peut changer l'expression des gènes. Et là, on est dans l'alimentation. C'est le mode de vie, alimentation, stress, sommeil, qui peut changer l'expression de gènes. C'est-à-dire un gène, il s'allume ou il s'éteint, quoi. Exactement, oui. Ça fonctionne moins bien ou mieux grâce à tout ce qu'on fait dans notre vie. Donc, on dit que l'alimentation parle à nos gènes. Où le stress parle à nos gènes. Et là, on est dans l'épigénétique. Après, il y a nutrigénomique. Et là, c'est une autre science qui étudie vraiment l'impact de l'alimentation aux gènes. Par exemple, on sait tout le monde que brocoli, c'est très bon pour la santé. Mais dans nutrigénomique, on étudie pourquoi brocoli est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles molécules dans le brocoli vraiment? On sait que c'est sulforaphane plutôt, qui parle aux gènes. Qui peut justement, comme vous avez dit, allumer et éteindre les gènes. Et il est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon pour tout le monde, mais c'est la quantité. Quand on a des problèmes de thyroïde, par exemple? Oui, là, il faut vraiment savoir si on est... Parce que si on n'est pas bien dans la méthylation ou si la phase 2 de la détoxification ne fonctionne pas très bien, si on a les problèmes hormonaux, on sait que peut-être il y a quelque chose qui fonctionne pas dans la détoxification et dans la méthylation. Et ça, on peut le savoir. Plus. Ça, on peut le savoir avec nos gènes. On peut le savoir. Et c'est ça toute la beauté des tests ADN. Encore, il y a nutrigénétique. C'est une autre science qui étudie, comment je peux expliquer, par exemple, comment les gènes ils ont un impact par rapport à l'absorption et le métabolisme des vitamines. Par exemple, si on a quelques polymorphismes ou les variations dans le code génétique, nutrigénétique étudie pourquoi il y a les gens qui peuvent utiliser mieux le B12 dans l'alimentation que les autres. Donc, il y a plusieurs études. Donc, il y a des personnes qui ont du mal avec la B12. Je crois que j'en fais partie d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe?
En fait, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que le corps n'arrive pas à convertir le cyanocobalamin, la forme, comment on peut dire, traditionnelle et synthétique de B12, vers méthylcobalamin, qui est la forme active utilisée par exemple dans la méthylation. Ça peut être ça, ou ça peut être qu'on n'absorbe pas le B12. Et pourtant, la B12 est vitale. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Une fois qu'on a l'information. Une fois qu'on a l'information, si on est vegan, il faut absolument prendre un supplément, un complément alimentaire. Et le mieux, c'est de prendre directement la forme active, qui s'appelle méthylcobalamin ou adénosylcobalamin. Et préférablement, si on voit qu'il y a un problème de l'absorption, il faut prendre un spray ou une goutte qui est absorbée directement dans la bouche. Et c'est dû à quoi ce gène qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'on a étudié un peu? Oui, il y a pour B12, il y a d'abord pour la conversion, il y a deux gènes, il y a MTR et MTRR. C'est pour la méthylation. Comment le corps puisse utiliser le B12 pour la méthylation, qui est quand même un processus très très important, qui aide à exprimer les gènes pour le mieux. Et après, il y a FUT2, qu'on a entendu parler, je pense, plus en plus à côté microbiome, la santé intestinale. Oui, le FUT2, on en a parlé, oui. Et oui. alors? Donc, en fait, pour ceux qui sont sécréteurs de fucosyltransférase, qui est bon pour l'intestin, ces personnes-là sont souvent moins bien dans l'absorption de B12. Ah. Donc, Et pourtant, bon, il y a 20% des Caucasiens, dont nous faisons partie, qui ne sont pas sécréteurs de FUT2. Exactement. Et si on est sécréteur, on a peut-être plus sensible d'avoir les maladies intestinales, comme la maladie de Crohn ou l'hyperperméabilité intestinale. Mais par contre, on absorbe mieux de B12 parce qu'on est moins et on a moins si on n'est pas sécréteur. Si on n'est pas sécréteur. Oui, si on est non sécréteur. On absorbe mieux B12. Il y a en fait FUT2, c'est un gène qui est très très long. Ça c'est compliqué, mais je vais le faire court. C'est un gène qui est très très long. Donc il y a plusieurs, comment on peut dire, plusieurs mètres de codage génétique. Et les études ont montré qu'il y a quelques points très importants où il y a un changement d'un lettre. Et nous, quand on regarde vis-à-vis la méthylation, on regarde l'absorption de B12. Et là, c'est ceux qui ne sont pas sécréteurs qui absorbent mieux le B12. Ceux qui sont sécréteurs absorbent moins bien. Mais il y a les autres points importants. Il y en a 3 en total parmi les gens européens qui ont été étudiés, qui montrent, et les 2 autres sont surtout les FUT2, les points importants du gène FUT2, qui peuvent dire si on a les problèmes intestinaux. Donc, c'est complexe, mais en cours, on peut dire que ceux qui sont sécréteurs, ils sont plus sensibles d'avoir les virus comme norovirus ou Helicobacter pylori. Et quand on a Helicobacter pylori, on absorbe moins de B12. Donc là, ça marche un petit peu main à main. Mais ceux qui ne sont pas sécréteurs, ils sont plutôt protégés contre Helicobacter pylori ou norovirus, mais ils sont plus les problèmes intestinaux. Donc dysbiose, perméabilité intestinale, candidose, etc. C'est ça. Par contre, SIBO, c'est une condition très très complexe, mais on pense maintenant que c'est plutôt parmi ceux qui sont sécréteurs. Parce que même s'ils sont sécréteurs, il y a beaucoup de muqueuses protecteurs dans les intestins. Mais si on est plus faible contre Helicobacter pylori, on a peut-être moins d'acidité dans l'estomac. Voilà. On peut avoir plus de bactéries. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, si on est sécréteur, il y a 80% des Caucasiens qui sont sécréteurs. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de dysbiose, autant de candidose, autant de SIBO. Le SIBO étant le syndrome intestinal des bactéries overgrowth, c'est-à-dire qu'il y en a trop et qui remontent dans le grêle. Donc, on n'est pas sorti du bois. Alors, si on sait ça, on est sécréteur et on a un SIBO, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, là, on est un petit peu sorti de test ADN, mais ça, pour moi,
La première chose, c'est d'augmenter l'acidité d'estomac. Donc, c'est la prendre la bétaïne ou acide hydrochlorique pour vraiment augmenter l'acidité. Deuxième étape, C'est ce que je fais. Ah ouais. Moi aussi. Deuxième étape, c'est les enzymes digestives. Eh oui, ce que je fais aussi. Ouais. Ouais. Et après, fur et à mesure, avec les symptômes, il y a beaucoup des herbes et les extraits des herbes qui peuvent tuer, entre guillemets, les mauvaises bactéries. Eh oui. Alors, dans quel cas on serait susceptible de faire ce test? À qui conseillez-vous de faire ce test? Je dis à tout le monde. Je suis d'accord. Je ne suis pas tout à fait objective, mais en fait, moi, je suis persuadée que ça, c'est l'avenir. J'ai écouté... Moi, je suis d'accord, hein, ouais. mais c'est pour ça que je vous pose quand même la question. Oui, c'est important parce que c'est très nouvelle comme une science et comme une approche. Je viens d'écouter une formation anglaise hier, et là, il parle de la médecine de précision, dont le génétique et épigénétique fait une grosse partie, parce qu'ils ont dit, et je suis d'accord avec eux, que l'avenir dans 10 ans, 15 ans, on aura sorti de cette médecine occidentale traditionnelle. On fera plutôt une médecine fonctionnelle, targetée, vraiment, on sait individualisée. Oui, parce que là, quand on voit qu'on vaccine tout le monde, qu'on fait une médecine uniforme pour tout le monde, que les gens, juste par Internet, voient leur médecin, ils ne vous palpent même plus, ils ne prennent plus votre tension, ils ne regardent plus votre peau. Enfin, on est en train de faire une médecine complètement inefficace d'ailleurs, qui ne protège pas. Ouais. Et qui est consommatrice de médicaments. Ouais. Et on ne regarde pas les racines, pourquoi on a tel et tel symptôme. Parce qu'on peut avoir les mêmes symptômes, mais la cause des symptômes peut être complètement différente. Absolument. Donc, voilà, je suis pour qu'on puisse faire vraiment une médecine et un traitement personnalisé, focusé pour telle et telle personne, tel et tel moment, telle et telle condition symptomatique. Je pense qu'un test ADN, c'est quand même... je trouve que c'est à la base. Et donc, justement, quand on voit quelles informations on en retire, j'ai fait faire mon test. Et dans mon test, on voit que finalement, je devrais être obèse, je devrais être diabétique. Et ce qui m'a interpellée, et c'est drôle, bon, la B12, je suis comme 80% des Caucasiens, je ne la supporte, enfin, on va dire que c'est un gène qui a des difficultés. Et ce qui m'a amusée, c'est que finalement, j'ai un gène qui m'empêche de produire des éléments qui pourraient me permettre de détoxifier les grillades, les xénobiotiques, tous les intrants chimiques. Ouais. Et ça, ce qui fait que j'ai mis au point un cuvapeur, le vitaliseur. Ouais. Et c'est drôle que, par intuition, j'ai arrêté, je n'ai pas mangé de grillade, ou je me méfiais, et les médicaments, je les supporte très mal. Donc, c'est quoi ce gène ? Le NAT2, en fait, c'est un gène... NAT2, c'est un gène qui fait partie de la détoxification phase 2. Donc, vraiment, l'élimination, surtout tout ce qui est grillade, qui est les polyamides, peut-être dans la station de pétrole, vous ne vous sentez pas bien, parce que là, il y a beaucoup des choses qui sont les éléments, les molécules toxiques pour le corps. Donc NAT2, c'est un enzyme qui, pour vous, fonctionne un petit peu lentement. Donc pour lui, c'est un petit peu plus difficile. Donc détoxifie mal. Exactement. Et je le sens bien. Ouais. C'est pour ça que je trouve que, franchement, faire un test comme ça, quand on dit « Ah, j'ai des problèmes de foie, j'ai un foie fragile », c'est pas que vous avez un foie fragile, c'est que génétiquement, il est programmé à ne pas avoir des difficultés à vider ses poubelles. Donc quand on le sait, ça, alors on essaye de manger plus sainement, bien entendu. Quel conseil donneriez-vous ? Pour manger mieux. Oui, mais quand on a des problèmes de détox du foie, est-ce qu'il y a des cures à faire ? Oui, moi je dirais que comme le foie, il faut faire attention à la détoxification tous les jours. De temps en temps, oui, les cures, ça peut être intéressant, mais surtout si on parle, parce que vous avez ça, et vous avez aussi un gène de la glutathion qui fait partie de la détoxification phase 2 et qui est aussi un super antioxydant. Donc ça fonctionne assez lentement aussi. Donc il faudrait se supplémenter en glutathion, par exemple. Glutathion, ou même mieux, je trouve NAC.
donc N-acetylcystéine. Moi, j'aime bien parce que c'est le précurseur, parce que le problème, c'est que si on donne la glutathione directe, il y a une voie enzymatique qui arrête la production de la glutathione naturellement dans le corps. Alors que le NAC, il fait quoi? NAC, c'est un précurseur, donc il faut donner un NAC. Tout ce qui est très important, ce qui est très important, c'est les protéines. Parce que en fait, c'est les matières premières de tous les processus de phase 2 de la détoxification, donc tous les acides aminés. Donc pour ça aussi, on a besoin de la bétaïne pour qu'on puisse digérer toutes les protéines qu'on mange. Alors le problème, c'est si on mange des protéines, mais qu'on a un estomac qui n'est pas assez acide et qu'on métabolise mal la B12, là, on est comme des handicapés qui devront prendre des béquilles, c'est-à-dire des enzymes, Oui. Moi, je suis une grosse fan de les acides aminés en poudre. Parce que là, on peut vérifier que c'est déjà digéré, c'est beaucoup plus facile à absorber. Voilà. Ouais. Donc ça, toutes les vitamines B, parce qu'on a besoin d'une bonne méthylation, dont on a parlé tout à l'heure, donc vitamine B active et N-acetylcystéine. C'est ce qui est aussi bien surtout pour toute la phase 2, plutôt côté métabolisme hormonal, où vous êtes bien, c'est justement le sulforaphane. Sulforaphane. Et ce qui est important de savoir, il y en a beaucoup dans le brocoli. Donc c'est pour ça que tout le monde parle de brocoli. Mais en fait, c'est un enzyme qui est bloqué. Donc pour qu'on puisse avoir le plus sulforaphane possible, il faut couper le brocoli, il faut le laisser dans le plan de travail, sur le plan de travail pendant une demi-heure, 1 heure, pour qu'il y ait myrosinase qui active sulforaphane. Donc on a beaucoup de sulforaphane. Et là, on peut soit manger cru, mais pour avoir un effet encore plus fort, c'est le vitaliseur. Ou c'est vrai, c'est un cuisseur à la vapeur, 90 secondes. Donc très vite, c'est un wok, un petit peu comme soit un wok, soit en vapeur, mais très très rapide. Vous mettez quoi à 90 secondes? À la vapeur. Juste le brocoli, juste un flash quoi. Oui, juste 1 minute pour que... Pour développer le sulforaphane. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec l'alimentation. Et j'avais appris qu'il fallait les découper à l'avance pour que le processus d'oxydation permette de développer ce sulforaphane aussi. Exactement. Il faut couper à l'avance, laisser pendant 30 minutes, 1 heure, et après cuire très vite fait. Soit manger cru, mais surtout si on a un problème dysbiose, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, on peut faire soit à la wok, soit en cuisson vapeur, mais pas très longtemps. Donc que ça reste bien vert et fraîche. Alors j'ai vu un gène, le PNPLA3, qui finalement fait que mon foie accumule des graisses, et c'est vrai parce que je l'ai vérifié. Et il y a quelques années, je m'apercevais que j'avais un petit film de graisse, syndrome NASH, c'est-à-dire le syndrome du foie gras qui commençait. Alors que j'estimais manger sainement, j'ai dû aller faire un genre de plasmaphéresis qui s'appelle hémophénix, que le docteur Navroki a mis en exergue. Les gens qui connaissent tout ça voient de quoi je veux dire. Mais c'est compliqué de retirer la graisse du foie. Comment vous faites? Là, moi, je regarde, en fait, là, on a toute une partie de métabolisme des lipides et sucres. Donc là, on est dans le cœur de l'alimentation. Là, on peut voir si on a justement ce gène PNPLA3 qui fonctionne un petit peu lentement. On regarde tout le métabolisme des lipides et sucres. On commence avec l'assiette. Toujours, c'est ce qu'on mange. Donc, il faut éviter tout ce qui est sucre. Surtout tout ce qui est fructose, ce qui est très méchant. On en a beaucoup dans les jus de fruits, dans les protéines bars. Il met fructose. Et le fructose industriel, ça ne fonctionne pas de la même façon que fructose dans les fruits. Ça va directement au foie ou ça va être transformé, stocké dans l'écran. Et si on a ce gène, il y a une variation dans ce gène, on peut stocker plus en plus. Donc, moi, j'évite les sucres. Et voilà. Et quand j'étais petite, je me bourrais de pâtisseries, j'adorais tout ce qui était sucré, les tartes tatin. Ça a été terminé. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, nous, il y a un médecin américain qui parle de dirty genes, donc en fait, les gènes sales. Et l'idée derrière, c'est que en fait, les gènes, ils ne sont pas
sales ou nettes comme ça. On peut les salir et on peut les nettoyer. Et c'est on peut les nettoyer. On peut les nettoyer. Donc même si quand on voit le rapport, on voit beaucoup des rouges et jaunes. Ouais. Donc ça veut dire on ne parle pas des mutations. Donc ce n'est pas les mutations, c'est les petites variations. C'est un changement de 1 lettre dans le code génétique. Et on laisse ça des milliers. On a chacun entre nous, on a beaucoup de variations. Il y a quelques-unes qui sont importantes. Mais ils sont toujours, leur impact seul, c'est assez petit. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne regarde jamais un seul gène en isolation. On regarde tout dans sa totalité. Et comme ça, on peut donner les conseils de l'alimentation ou les compléments. Oui. Donc je vois aussi que j'ai des problématiques avec un gène qui me prédispose à l'inflammation silencieuse, mais aussi à la superoxydation, puisque je gère moins le stress oxydatif. Et on le voit avec les rides, on le voit avec tout ça. Et donc, j'aurais dû prendre des antioxydants depuis bien plus longtemps. Mais c'est pour ça que je trouve que faire cette analyse permet de faire de la prévention. Parce que les gènes, c'est dès votre naissance que vous pouvez le faire. Donc, dès votre naissance, vous saurez que votre bébé, il va être susceptible au diabète aussi, ou ça, à tel type de prédisposition de gènes sales qui va les empêcher justement de bien assimiler certains éléments, qui va les oxyder plus vite, qui va faire que le sucre chez eux est très délétère. C'est pour ça qu'on comprend qu'on ne fait pas tous les mêmes maladies et que en prévention, si votre bébé il est prédisposé à être obèse et diabétique, vous n'allez pas lui donner du pain, des brioches à 5 heures, vous allez plutôt orienter son alimentation. Excellent. Et dernière question, une fois qu'on a fait ce test, qui dure, on fait le test, c'est de la salive, il n'y a pas de prise de sang, ça c'est génial. Ouais. Donc on crache dans un tube qu'on envoie justement en Finlande. Et on a à peu près 2 mois après. Il faut être patient, le résultat. Ça va aller un petit peu plus vite maintenant. On a arrivé de diminuer le temps d'attente. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est un décodage qui était très très cher il y a 10 ans. Ça coûtait 10 000 euros. Et là, ça coûte. Et maintenant, c'est 320 euros pour le test de base où il y a 55 gènes. Après, on va avoir les tests complémentaires. D'accord. Mais la bonne chose, c'est qu'une fois qu'on crache dans le tube, le laboratoire, qui est un laboratoire universitaire, il est obligé de garder le data pendant 5 ans qui suivent. Donc, pendant ces 5 ans, vous pouvez acheter un test complémentaire ou les nouveautés. Ah, et puis il le garde. Il le garde. Ah, pas génial. le salivaire, mais la data. Parce qu'on doit faire tout le génome tout de suite. Donc après, on peut demander des spécificités. Exactement. Moi, j'ai demandé la peau parce que je fais des basocellulaires. Ouais. Et j'ai compris que c'était génétique. Aïe, aïe, aïe. Et donc, à chaque fois qu'on a le résultat, vous passez du temps avec les personnes. Oui, soit c'est moi. Pour l'instant, on forme les autres thérapeutes et les médecins pour que je ne suis pas obligée de le faire tout seul. Mais oui, même si le rapport, c'est assez pédagogique, c'est assez facile à lire. Mais pour vraiment tirer l'information plus complexe, plus utile et plus pratique, c'est mieux d'avoir une consultation avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui puisse voir qu'est-ce qui est important pour vous, pour maintenant. Parce que quand moi, j'ai fait le test pour ma fille quand elle avait 2 ans, et là, évidemment, pour l'instant, elle a les problèmes qui sont un petit peu différents que quand elle aura 15 ans. Donc, on peut faire. Et avec une prise de sang, on peut, parce que là, dans ce test-là, on voit les faiblesses et les forces génétiques. Mais avec une prise de sang quasiment normale, il y a homocystéine, vitamine B, le bilan cholestérol, et tous les marqueurs normaux. Tout ça, ouais. Exactement. On peut voir comment les gènes sont exprimés maintenant. Donc, on regarde le bilan sanguin avec le rapport, et là, on peut tirer vraiment l'information précise. Vous avez un site internet où on peut regarder ce que vous faites? Oui, on a un site en France, on a une association qui s'appelle Génie Santé. Génie Santé, ça s'écrit G-E-N-I-E-S-A-N-T-E, tout attaché. Voilà, tout attaché. Et sans les apostrophes, .com. Et là, on informe, on a les actualités, on écrit un petit peu les articles, et on informe par rapport aux formations. Et après, si vous voulez acheter le test, et si vous voulez savoir un petit peu plus de tests, il faut aller directement sur le site de labo, qui est en français. Et ça, c'est nordicgenex.com. Nordic, N-O-R-D-I-C-G-E-N-E-X. Voilà. Ok. Super. Merci Marie. Merci Marion.
J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur vos prédispositions génétiques et comment justement pallier vos déficiences. À bientôt.